I missed that. Say yes or no. No. Voilà. Noted. Mets-toi de tes affaires. If you ever want to deform your windscreen, just say, hey Reno, activate demisting. Voilà, maintenant qu'il a fini, on va pouvoir continuer la vidéo, n'est-ce pas? Elle était la star de la génération de mes parents. Va-t-elle être la star de ma génération, de la génération suivante? C'est la petite Renault 5. Elle revient en 100% électrique, mais est-elle toujours 100% fun et 100% chic? Voici donc cette fameuse Renault 5 e-tech électrique. Une petite voiture qui a beaucoup de personnalité. Pourquoi? D'abord, bien entendu, vous l'aurez vu, par son style. Ce n'est pas rien que la couleur bien pétante, mais aussi sa bonne bouille qui rappelle de bons souvenirs à beaucoup et surtout qui est plutôt sympathique. On voit que ça a toujours une allure de petite citadine classique avec un capot court, relativement horizontal et un habitacle bien marqué. On remarquera qu'elle est un peu plus haute que les citadines habituelles, mais bon, ça on reviendra sur les dimensions après. Mais surtout, parlons du style. Il y a de vrais gimmicks qui rappellent le modèle originel. Il y a cette fausse prise d'air qui devient un témoin de charge de batterie. Il y a bien entendu les feux à l'avant, avec, on le voit, la forme ici qui reprend un petit peu, à l'époque c'était plein, mais les phares de la R5 originelle. Petit détail amusant, le petit drapeau français ici. La voiture est fabriquée en France, c'est important. On a une certaine fierté par rapport à ça. Le grand logo Renault, la dernière itération, plutôt sympathique et toujours très plat. Et on revoit surtout ces petits détails comme ceci, ici, les anti-brouillards qu'on retrouve dans le schéma ici au centre, qui permet entre autres à la voiture de faire une sorte de petit clin d'œil avec certaines applications. Donc c'est plutôt sympa. On voit que la voiture a un look déjà aussi bien costaud, les ailes sont bien marquées, on le voit ici, avec des plis bien nets, qui donnent de la personnalité, de l'assise à la voiture et qui élargissent un peu la voiture à l'avant. Ça tombe bien, c'est une traction, on en parlera aussi plus tard, plutôt fun. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail les autres détails de style qui sont intéressants sur cette petite R5 qui n'en manque pas. Alors, bien entendu, qui dit Renault dit losange et c'est un graphisme qu'on va retrouver un peu partout. On le retrouve ici dans la petite barrette, on le retrouve dans la grille ici d'aération avec des volets mobiles bien entendu. Là, c'est le fameux radar maintenant pour toutes les assistances. Mais on le trouve également à l'arrière, c'est un peu un gimmick que Renault a choisi pour le design extérieur. Alors les designers ont vraiment soigné tous les détails dans l'esthétique, entre autres ce petit bandeau ici qui est coloré. Mais ils ne se sont pas contentés de faire le contour des vitres. On voit que ça va également sur le mât du rétroviseur. Donc c'est un petit détail sympathique. Ça court vraiment tout le long pour marquer un peu la casquette ici, qui n'est pas trop prononcée. On a déjà vu beaucoup plus massif sur les voitures électriques, mais qui sert à l'aérodynamique. Et puis moi j'aime bien l'arrière de la voiture. Parce que de nouveau, on a ces ailes qui sont bien marquées avec un petit pli bien net. Les passages de roues noires contrastés. Peugeot fait la même chose, mais peut-être avec moins de réussite dans les proportions. Les grosses roues, sur cette finition-ci, on est quand même à 18 pouces. Pour une petite voiture comme ça, c'est assez sympathique, à l'avant comme à l'arrière. Et puis, il y a un gros travail qui est fait sur la face arrière, sur la poupe de la voiture, avec un dessin des feux en 3 dimensions, mais très travaillé, vous voyez, avec toutes ces petites barrettes, etc. On vient de nouveau avec les hachures. Il y a la pseudo-aération ici qui fait un peu penser à la R5 Turbo de l'époque. Bon, ici, ça ne sert à rien, mais le gimmick est sympathique et plutôt bien intégré. Et puis, il y a ce haillon très petit, mais qui est bien intégré dedans. Ça ne nuit pas à la ligne de la voiture, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, sur ce plan-là, il faut reconnaître ce qui est. Les designers de Renault ont vraiment très bien travaillé. On va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur maintenant. Nous voilà installés dans cette petite Renault 5 e-tech électrique. On est dans la finition iconique ici, donc qui porte bien son nom, puisqu'on retrouve tout un tas de gimmicks de l'époque, les sièges pétales comme ils les appellent, avec la partie centrale contrastée en termes de couleur. On a un petit tissu ici un peu chiné qui est plutôt sympathique, un pseudo cuir ici. Franchement, on est bien assis dedans. Un bon maintien quand même, le dessin n'est pas qu'esthétique, il est plutôt réussi. Mais surtout, c'est dans les détails. Voilà, on a un contraste de couleurs ici, de nouveau avec du textile, toujours à base de matériaux recyclés comme la plupart du temps, maintenant dans les nouvelles voitures. Mais on est dans un environnement plutôt agréable. Moi, j'apprécie particulièrement ici le petit mobilier de bord, la petite planche de bord avec le côté rainuré ici,
qui rappelle aussi un petit peu la voiture des années 70-80 ou 70-80. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a le petit détail du plafond qui est un peu gaufré, comme ça, c'est assez chouette. Mais il y a également beaucoup de modernité. Il y a ce petit bandeau aussi, avec le Renault 5 rétroéclairé, l'éclairage d'ambiance ici, et cette partie ici qui reprend un peu les deux écrans. On va en revenir dessus un petit peu après. Restons toujours dans les petits détails esthétiques avant de parler de la technique et de la technologie. On retrouve de nouveau ce jeu sur les petites diagonales, les hachures diagonales qui rappellent le logo, ici sur les commandes des aérateurs, dans le petit bac ici. Alors bon, il y a un petit espace de rangement ici qui n'est pas très grand, amusant, une petite partie de la silhouette de face de la voiture, un espace pour mettre son téléphone avec la recharge par induction. 2 ports USB, ça c'est pas mal, USB-C uniquement, et un port, une prise 12 volts à l'ancienne, c'est bien. On se demande pourquoi ils sont allés perdre un petit peu la commande de parking là, mais c'est sûrement pour libérer l'espace ici. Par contre, ce petit espace de rangement là ne sera pas d'une grande utilité, mais bon, il fallait bien remplir quelque chose quelque part. On a un double porte-gobelet ici, qui sert aussi à ranger la carte, qui peut être compartimenté, donc ça c'est bien aussi. C'est là également qu'il faut placer la clé quand il faut faire un reset de la voiture. Et un petit accoudoir avec un petit espace de rangement, hein. C'est pas énorme, mais ça peut toujours servir. Donc à l'avant, on est plutôt pas mal. On remarquera que la boîte à gants a une taille normale, ce qui n'est pas souvent le cas. Surtout qu'ici, c'est très creusé. Ça a une utilité, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, par rapport à la place à l'arrière. Dernière petite information, on a quand même des montants qui sont assez massifs, donc parfois ça pourra gêner certaines personnes en termes de visibilité de 3/4 avant, que ce soit à gauche ou à droite. Pour le reste, les réglages sont plutôt amples, hein, c'est rare dans une voiture de ce segment-ci. On peut voir que le siège bouge beaucoup, donc ça c'est pas mal aussi. Il y a moyen vraiment de trouver une bonne position de conduite avec ici des commandes électriques et manuelles. Donc pour la hauteur c'est manuel, pour l'avancement pour le soutien lombaire il y a d'autres possibilités. Et dernier aspect, au niveau pratique, clairement, oubliez les grandes bouteilles ou l'utilisation des bacs de portière, parce que par mettre un paquet de mouchoirs en papier, vous ne mettrez pas grand chose là-dedans. Voilà. Maintenant, je passe à l'arrière, on terminera après par tout ce qui est technologie et technique avec les deux écrans. Alors avant de passer directement à l'arrière, il faut que je vous montre une petite chose. Donc je mesure 1m78, 1m78, donc pas loin de la taille moyenne. Et là, je suis bien mis. Hop, siège bien réglé, je ne suis pas à fond en arrière, il y a moyen de mettre plus de place, hein, vous voyez. Hop, quelqu'un qui fait 1m90 pourra trouver de la place. Mais le problème, c'est que quand on avance à fond, on a toujours de la place, hein, c'est l'intérêt ici, mais on ne fera pas 300 bornes comme ça. Par contre, si on veut avoir des amis qui sont de la même taille que nous, c'est un peu nécessaire. Parce que concrètement, pour avoir de la place à l'arrière, poignée de porte dissimulée, il n'y a pas d'autre choix, quasiment. Là, j'ai un peu exagéré le trait, mais concrètement, vous voyez que si on veut avoir de la place derrière, il faut faire ça. Là, le siège est réglé à ma taille, donc comme c'était le cas ici au début de cette petite séquence, vous pouvez constater que c'est compliqué. On ne sait pas vraiment glisser ses pieds en dessous du fauteuil, et donc on est un petit peu avec non seulement les genoux dans le menton, mais surtout dans le dos de la personne devant soi. Donc mettre 4 personnes d'1m80 à 1m85, ce ne sera pas possible. 3 éventuellement, mais pas 4. Ça, c'est une limite. Pourtant, la voiture a quand même un empattement de 2,54 m, ce qui n'est jamais que 4 cm de moins qu'une Clio. Et Renault, dans son discours, annonce que cette voiture est aussi spacieuse qu'une Clio. Eh bien, ce n'est clairement pas le cas, parce que dans une Clio, on a vraiment de la place pour 4 adultes. Ce n'est pas le cas dans la R5. Et ça ne s'arrête pas là. C'est également valable pour le coffre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, parce que concrètement, avec 3,92 m ou 3,92 m de long, on est quand même plus de 10 cm plus court qu'une Clio, et ça se marque également dans le coffre. Officiellement, Renault annonce 326 litres. Dans les faits, on est plutôt aux alentours des 250 litres. À plus forte raison ici, dans cette version qui est équipée de l'option Harman Kardon pour l'audio, qui signifie qu'en dessous du plancher, l'espace normalement dévolu pour pouvoir ranger les câbles, c'est assez petit, est ici occupé par l'installation audio additionnelle. Donc on oublie cet espace-là pour ranger ses câbles. En termes d'aspect pratique, bon, l'accès est facile. Il y a quand même ici, vous voyez, hein, hop, il y a quand même une belle profondeur par rapport à mon bras. Mais on va voir aussi au niveau de la banquette, c'est rabattable, mais quelqu'un qui mesure plus d'1m80 empêchera de rabattre complètement la banquette facilement. Il faudra démonter
l'appui-tête, sinon on n'y arrivera pas. Donc clairement, ce n'est pas la voiture la plus pratique du monde. Maintenant, si on la compare à une Fiat 500 ou à une Mini équivalente, elle n'a pas à se plaindre, elle n'a pas à rougir. Surtout que dans le cas présent, comme toute la mécanique est à l'avant, il n'y a pas de frunk. Ça, c'est un petit peu dommage, ne fût-ce que par exemple pour ranger les câbles. Mais c'est commun à la catégorie de ces petites voitures électriques chic. Elles ont toutes le même problème. Donc là, on ne peut pas parler d'un défaut. Elle n'a juste pas une qualité que les autres n'ont pas. De manière générale, pour un couple ou pour une petite famille avec un enfant, il y a de quoi se balader. Ce sera juste suffisant, mais on ne partira pas en vacances avec, a priori. Bon, parlons un petit peu technique et technologie dans cette Renault. Donc bien entendu, on retrouve le nouveau système Open Air Link de Renault qui est en réalité basé sur Google Android Automotive. Donc on a un système Google qui tourne en fond avec deux écrans, 10,1 pouces pour le tableau de bord, 10 pouces pour l'écran central tactile, qui a une logique que l'on retrouve entre autres également sur d'autres modèles comme la Mégane, le Scénic et ainsi de suite. Donc on a la partie Home organisée en trois grands éléments, la carte de navigation, les accessoires audio éventuellement ici et les infos véhicules. Donc on peut également passer sur l'aspect application. Donc là on voit entre autres différentes possibilités avec notamment le Play Store puisque le système est basé sur Google. Et on peut aller, on dispose jusqu'à 50 applications actuellement, même du style Deezer, Spotify et autres. Donc qui sont liés à votre compte Google. Donc ça c'est assez pratique, vous connectez dans votre voiture avec votre compte Google et vous avez accès à toutes vos applications, etc. directement sur la voiture sans passer par votre téléphone. C'est un petit plus sympa parce que ça permet à ce moment-là d'utiliser entre autres le planificateur intégré à Google et pour la navigation. Ça c'est pas mal du tout parce que ça permet d'optimiser la gestion de la charge de la batterie, de la recharge sur les longs trajets, etc. où il s'adapte en direct en fonction des conditions réelles d'utilisation de la voiture et donc de sa consommation réelle. Donc ça franchement c'est un vrai plus qui fait qu'à un moment donné quand vous êtes dans une voiture électrique équipée de ce système-là, on n'utilise plus Google Maps depuis son téléphone avec Android ou avec Apple CarPlay, mais on utilise directement le système on-board qui fonctionne encore mieux et bien plus pratique. Autre aspect, il y a les possibilités des réglages de la voiture où là on voit qu'il y a les différents modes. Là c'est ce qu'ils appellent le multi-sense. Donc il y a le mode confort, il y a le mode éco. On peut voir que ça change un petit peu les affichages, les couleurs d'affichage. Le mode sport, hop, on passe dans du rouge, un truc un peu plus sympa. Et on a bien entendu un mode individuel qui permet lui de configurer. Hop, on appuie ici et alors on a deux choses. D'abord tout ce qui est lié à la conduite avec les réglages du moteur. Donc il y a le réglage normal, le réglage sport ou éventuellement le réglage éco qui joue principalement sur quoi? Sur la réponse à l'accélérateur et le niveau de régénération. Il y a la direction qui, elle, peut avoir une dureté, en tout cas une résistance plus ou moins haute selon le type de réglage que l'on prend. Et enfin, il y a les réglages liés à la dynamique de la voiture. Donc là, ça joue plus sur les réglages châssis avec un réglage sport et un réglage normal. De manière générale, on a également donc, tout ce qui est lié à la vie à bord. Donc, la lumière d'ambiance, on voit par exemple si on a changé, comme je vous le disais tout à l'heure, la couleur a changé également. Le niveau d'intensité de la luminosité, hop, c'est pas très manifeste, donc c'est un peu gadget. Et enfin, au niveau de la climatisation, on peut choisir le mode normal ou le mode éco qui va essayer de limiter l'utilisation de la climatisation pour limiter la consommation forcément et optimiser l'autonomie. Dernière info, non des moindres, ici concrètement, on a également accès à différents réglages, etc. Mais on voit le Renault Avatar, puisque la voiture intègre un assistant vocal intelligent, en tout cas pseudo-intelligent, qui est capable d'apprendre puisqu'il utilise la technologie de ChatGPT. Donc il suffit de dire « Hey Renault » et on voit le petit assistant qui apparaît. Il y a ce petit assistant qui est intégré, qui est plutôt bien fait et qui a priori est capable d'apprendre. Donc, pour ça, il faudrait passer quelques mois à vivre avec la voiture pour voir si effectivement il améliore son intervention et sa gestion de l'aide qu'il apporte. Mais c'est pas mal de dire que c'est intégré et c'était un des premiers modèles chez Renault à l'intégrer. De manière générale, on voit également ici que Renault a eu la très bonne idée de ne pas faire du tout tactile. Donc pour les commandes de la climatisation, on a toujours de vrais boutons. Mais donc là, ça c'est une très bonne chose. On a des raccourcis boutons également pour les feux de signalisation.
say yes or no. No. Et donc il y a également un bouton rapide pour verrouiller ou déverrouiller la voiture, ça c'est assez bien. Sur le volant, on a bien entendu l'aspect réglage, où ici via le bouton Multisense, on peut directement changer sur l'écran le mode que l'on a choisi. Et donc on voit directement les affichages et les couleurs qui changent en fonction d'eux. On a tout ce qui est lié au multimédia ici, donc téléphone, musique, possibilité de régler un favori et de passer d'un numéro à l'autre. Et ici, ce qui est lié plutôt aux assistances de conduite, donc principalement le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse. Donc ça se résume à ça principalement, donc c'est pas mal. Au niveau de l'écran, on a également des différents raccourcis qui sont disponibles ici et qu'on peut configurer en fonction des différents éléments. Donc ça, c'est plutôt bien fait. C'était déjà bien fait dans la Mégane, c'était bien fait également dans l'Austral, dans l'Espace ou dans le Scénic et ainsi de suite. Donc cette nouvelle approche en passant par Google est plutôt convaincante chez Renault, même si rien n'est parfait, bien entendu. Maintenant, il reste à voir si cette Renault 5 est aussi fun à conduire qu'à regarder. Nous voici à bord de la Renault 5 e-Tech électrique. Dans le cas présent, nous sommes dans la version la plus haut de gamme, à savoir avec la finition Iconic 5 et le moteur de 150 chevaux. 3 moteurs seront disponibles à terme sur cette voiture. Il y a bien entendu ce haut de gamme qui développe donc 150 chevaux, mais vient à côté, en dessous plus exactement, une variante de 122 chevaux et plus tard arrivera une version de 95 chevaux ou 95 chevaux. Mais elle n'est pas encore disponible, en tout cas ici pour le moment en Belgique. Dans le cas de cette motorisation-ci, on est d'office associé à un pack de batterie d'une capacité de 52 kWh, mais pour les autres motorisations, le pack sera de 40 kWh. En termes d'autonomie, ça veut dire qu'on est à un peu plus de 300 km pour la version 122 chevaux actuellement et entre 409 et 413 km selon la spécification exacte de la voiture pour cette version-ci. Ce qui reste honnête, mais qui veut dire que la consommation et l'autonomie réelle seront bien entendu en dessous de ces valeurs qui sont somme toute assez théoriques. De manière générale, lors de notre premier essai dans des conditions plus favorables que celles de l'essai actuel, nous avions mesuré une consommation moyenne de 15,8 kWh, ce qui laissait déjà une autonomie d'un peu moins de 300 km en réel. En tirant dedans avec une batterie de 40 kW, on était à un peu plus de 300 km, 350 avec la batterie de 52 kWh. Dans notre essai ici, qui s'est déroulé avec des conditions météo beaucoup moins favorables, il y avait du gel, il y avait de la pluie, etc. Et on a fait de l'autoroute également dessus. On a frôlé avec les 20 kWh de moyenne aux 100 km, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on a un peu plus de 200 km d'autonomie réelle, si on reste dans la fourchette des 10-80% ou même des 10, 90 ou 90% d'utilisation. Donc à ce moment-là, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est suffisant. C'est suffisant dans l'absolu. Mais c'est clair que ce n'est pas une voiture qui est conçue à l'origine pour pouvoir voyager au long cours. Pour quelles raisons? Entre autres, parce que la charge rapide, elle, est relativement limitée. C'est-à-dire qu'en courant continu, on est limité à 100 kW. Ça doit suffire pour pouvoir passer de 10 à 80% a priori en environ une demi-heure. Ce n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est la moyenne générale pour les voitures électriques. En recharge en courant alternatif, par contre, on est avec un chargeur intégré à 11 kW de puissance. Petite particularité par contre, il dispose de la fonctionnalité bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut également l'utiliser pour les fonctionnalités V2L, donc Vehicle to Load, qui permettront d'alimenter un appareil jusqu'à 220 volts ou 3700 watts. Donc c'est quand même pas mal. Pour une petite voiture comme ça, c'est plutôt sympathique. Ça peut être utile quand vous sortez avec les copains au parc ou ce genre de choses. Vous pouvez brancher une petite radio, une machine à café éventuellement, ce genre de choses. Donc il y a moyen d'avoir un petit peu de divertissement avec ce système-là. C'est pas mal d'y avoir pensé. Maintenant, de manière générale, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Mais bon, voilà. Pour la technique, on en est là. Donc, spécificité du moteur, il est dérivé de celui de la Mégane, ce qui signifie que Renault, là aussi, se distingue de la concurrence, non pas avec un moteur à aimantation permanente, mais à rotor bobiné. Ça a deux avantages. Le premier économique, ça coûte moins cher. Et le deuxième écologique, puisqu'il est dépourvu de terres rares, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, en termes d'impact environnemental.
Mais maintenant, ça a un petit bémol en termes de consommation, puisque ça signifie que contrairement à un moteur à aimantation permanente, il a toujours besoin d'un petit apport d'énergie et donc il tourne toujours un petit peu, il consomme un peu plus à faible vitesse ou à l'arrêt. Donc ça, il y a des pour et des contre bien entendu. Au bout du compte, l'essentiel c'est que le client puisse s'y retrouver et a priori il s'y retrouve puisque le tarif est moins élevé par exemple qu'une Mini Cooper équivalente. Donc ça c'est une bonne chose. Autre chose qui sont reprises de la Mégane, c'est les fondamentaux du châssis, adaptés aux dimensions de la voiture bien entendu, mais ça signifie que concrètement on retrouve le même principe de suspension et le même caractère assez ludique de la Mégane qui nous avait séduit, à ceci près qu'ici la voiture est encore plus amusante puisqu'on dispose d'un châssis encore plus agile, plus réactif. C'est vraiment très sympa, c'est même très agréable, c'est vraiment une voiture à conduire. De manière générale, le train avant est à la fois accrocheur, précis et s'il ne rend pas beaucoup d'informations, il permet d'instaurer une vraie confiance dans la conduite de la voiture et ça c'est quand même un élément qui n'est pas négligeable. En soi, ce n'est pas forcément toujours le cas. Ici, on sait que quand on va demander au train avant de faire quelque chose avec une impulsion dans le volant, dans la direction, la voiture va faire ce qu'on lui demande. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même une certaine valeur et qui donne envie, même si ce n'est officiellement pas la même voiture, de prendre le volant de la version Alpine, la A290, qui elle exacerbe encore ses qualités. Par contre, ce châssis à la fois agile, vraiment rigoureux et stable malgré tout, impose un petit bémol. En termes de confort, ça reste quand même relativement ferme. Il n'y a pas de ouaté ici. Ceux qui sont habitués à une Clio qui est plutôt très confortable, très dans la souplesse de suspension, sans perte de rigueur, on s'entend. Mais ici, c'est un petit peu moins bien. Entendons bien, la voiture n'est jamais sèche, n'est jamais brutale avec vos lombaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais clairement, on est dans quelque chose qui est plus figé. On n'est pas dans un caractère... c'est pas le confort à la Renault à laquelle on était habitué, c'est plutôt le plaisir de conduire à la Mégane qui nous avait assez positivement surpris lorsque la voiture avait été lancée en version électrique. On retrouve donc ça ici. En termes de dynamisme, concrètement, vous ne l'avez pas entendu, mais ici je viens d'avoir 2-3 petites pertes de motricité, juste parce que la route est un petit peu grasse, un peu humide et qu'il fait quand même encore relativement frais. Et manifestement, les pneus n'apprécient pas trop parce que le couple, 245 Nm dans le cas présent, est assez abondant et arrive directement. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais de manière générale, ce châssis est vraiment une vraie réussite, véritablement plaisant à emmener et malheureusement met en exergue un petit bémol encore au niveau de la voiture, à savoir qu'on aurait quand même préféré avoir un peu plus de puissance parce qu'on sent qu'il est capable d'encaisser davantage de puissance et 150 chevaux rapporté aux 1448 kg annoncés pour la voiture, donc on est bien au-dessus d'une tonne 5 dans la réalité avec une personne à bord, mais ça reste un petit peu limité, les accélérations n'ont rien de foudroyant. On est à 8 secondes pour le 0 à 100, ça n'a rien d'exceptionnel et clairement on aurait quand même vraiment préféré avoir quelque chose de plus convaincant que ce qu'on a ici. Donc c'est pas hyper dynamique non plus. La voiture va vraiment s'apprécier lorsqu'on veut jouer avec, qu'on va commencer à chercher la limite dans les virages et ainsi de suite. Parce que là par contre, le format compact, l'agilité de la voiture, la rigueur du train avant font merveille. Mais les fans d'autoroute, d'accélération tonitruante en seront pour leurs frais. Parce que sur ce plan-là, la voiture n'a rien d'exceptionnel. Il faudra attendre l'Alpine à 290 ou à 290 pour nos amis français ou éventuellement la version complètement folle R5 Turbo 3E qui elle a 2 moteurs à l'arrière, devient une propulsion et a plus de 500 chevaux. Mais ça, bon, c'est plus tout à fait une R5 e-tech électrique dans l'absolu. Point fort de cette petite Renault, on l'a dit, son agilité, le fait également qu'il y ait un très bon calibrage au niveau de la pédale d'accélérateur, qui fait que la voiture est très facile à emmener, même si elle n'a pas une pêche extraordinaire, au moins elle est disponible réellement dès qu'on la sollicite. Et ça, c'est un point très positif, ce n'est pas toujours le cas chez certaines concurrentes électriques, pardon.
Mais ici, clairement, quand on appuie sur la pédale, il se passe quelque chose. Alors on aimerait qu'il se passe plus, mais il se passe quelque chose. Et donc ça c'est rassurant. Et d'un point de vue sécurité, c'est un atout non négligeable également. Puisque ça veut dire qu'on a ce petit boost, ce petit coup de pied aux fesses qu'on attend d'une voiture électrique. Et donc pour sortir d'un carrefour ou d'une situation un peu urgente ou donner un petit coup de gaz pour dépasser rapidement, on a quand même de la réserve, on a quand même quelque chose qui vient en face. Et donc là, clairement, c'est plutôt réussi. Le volant peut se montrer très léger parce qu'on a différents réglages. Donc en fait, quand on vient ici dans le menu, on a la possibilité, par exemple si on va ici en mode configure individuel, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut choisir le niveau de fermeté du volant, etc. Donc voilà. On peut voir également qu'on a un menu ici pour tout ce qui est assistance avec la possibilité d'être en perso. Donc vous voyez ici, on peut le configurer et on remarquera donc qu'en version actuelle, concrètement, on peut choisir d'activer ou non l'annonce des panneaux de vitesse, etc. Ça, c'est bien. Mais rassurez-vous, Renault a pensé à tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par ce menu-là pour pouvoir désactiver le fameux ISA. Il y a ici une touche qui permet d'activer ou de désactiver les aides à la conduite. En gros, votre mode perso. Donc, quand vous appuyez une fois ici, hop, toutes les sécurités, toutes les assistances sont actives. Et donc, si on dépasse la vitesse, ça sonne, ting, 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 c'est casse-pied. Hop, on réappuie dessus et il vous met en mode perso. Donc, une fois que vous avez configuré votre mode perso pour que cette aide-là et d'autres soient désactivées, elles sont désactivées. Donc ça, c'est un vrai plus qui est très appréciable puisqu'il permet, le cas échéant, de ne pas devoir commencer à chipoter dans les menus pour pouvoir se débarrasser de ces alertes et autres intrusions soit dans le volant pour maintenir dans la voie ou dans votre champ de vision et ainsi de suite. Les alertes, on peut les désactiver très facilement. Ça demande juste 30 secondes pour configurer votre mode perso et après vous êtes tranquille. Donc ça, c'est un très bon point, bien vu. En termes d'ergonomie générale, très honnêtement, les commandes sont accessibles partout très facilement. Donc ça, c'est bien aussi. On l'a vu, le système Open Air Link est plutôt réussi. Et on remarquera que s'il y a des boutons classiques pour tout ce qui est climatisation, certaines commandes sont, elles, par l'écran, donc les sièges chauffants principalement, et le volant chauffant, qui eux sont disponibles via l'écran, mais qui sont visibles tout le temps. Voilà, ici on entend l'alerte. Si je veux la désactiver, hop, je mets le mode safety perso ici, et hop, même si je suis à 39 km/h au lieu de 30, eh ben, ça ne sonne plus. C'était pour la démonstration, on va respecter les limitations de vitesse, bien entendu. La sécurité avant tout. Le look, c'est bien. La sécurité, parfois, c'est mieux. Ici, il faut faire un choix. Donc, je vous ai déjà parlé des épais montants de pare-brise qui peuvent créer un angle mort assez important en fonction de votre position de conduite. Mais il y a également la visibilité de 3/4 arrière qui, elle, paye le prix du montant C, assez épais, vraiment très épais, et qui offre un gros angle mort qui fait que, au bout du compte, quand on doit, par exemple, s'engager ici, comme j'ai dû le faire sur une petite route en sortant d'un bras en Y par rapport à la route principale, on n'a pas une visibilité exceptionnelle sur ce qui vient de l'arrière. Donc, il faut s'en remettre au petit rétroviseur ici, ce qui n'est pas toujours idéal. En conduite urbaine, ça peut être aussi un peu gênant quand il faut faire certaines manœuvres dans des rues encombrées ou ce genre de choses-là. Il faut se fier à 100% aux caméras et bon, ça, c'est un petit peu dommage. À ce niveau-là, pour une utilisation citadine, ce n'est pas forcément toujours idéal. La visibilité, c'est un petit bémol avec le confort ferme, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est qu'on reste quand même avec une voiture qui reste fondamentalement agile, très compacte. On a moins de 4 mètres de long, 3 mètres 922. Donc concrètement, ça passe partout. Le rayon de braquage est plutôt raisonnable, 10 mètres 3. Donc c'est facile, ça tourne, on fait demi-tour assez facilement également. Donc la voiture n'a pas peur des petits endroits étroits, des virages étriqués. Elle est faite pour aller en ville également, même si elle préfère une petite route de montagne, surtout si ça descend, comme ça on recharge la batterie en s'amusant. Au niveau du freinage régénératif, ce n'est pas la même musique qu'à bord de la Mégane, dans le sens où ici, il n'y a pas de possibilité de moduler facilement cette régénération. Concrètement, on a le choix entre deux modes. Le mode Drive, qui propose la sensation d'un frein moteur léger lorsqu'on lève le pied,
et le mode B, Brake, qui lui offre une régénération plus importante et un ralentissement plus marqué. Mais de manière générale, on ne peut pas jouer avec des palettes ou quoi que ce soit pour moduler la régénération en tant que telle. Donc forcément, la voiture est plus petite, moins chère, plus basique. Mais je trouve qu'une version intermédiaire entre les deux aurait pu être intéressante, d'avoir une full roue libre pour ceux qui préfèrent et une variante régénérative comme celle que l'on a ici, qui est plutôt bien marquée, et entre les deux la version roue libre, frein moteur, comme sur un moteur thermique, qui aurait été sympa également. Petit bilan dynamique de cette Renault 5 e-Tech électrique. Concrètement, c'est une voiture très bien née, très agréable à conduire. Franchement, le comportement dynamique est plaisant, joueur, mais sans être dangereux ou instable. Donc ça, c'est quand même super sympa. La tenue de route ne souffre pas la critique. Le confort, on le voit, ça reste quand même relativement ferme. Pas trop figé, mais ça reste ferme. Et les performances, avec cette version 150 chevaux, elles sont suffisantes, mais pas exceptionnelles. Avec la version 122 chevaux, ne parlons même pas de la petite de 95-95 chevaux. Là, par contre, ça risque d'être un peu frustrant de disposer d'un tel châssis sans pouvoir réellement l'exploiter. Au niveau consommation, on l'a dit, dans des conditions relativement normales et avec une conduite pas trop optimiste, pas trop enjouée, on est aux alentours de 15,8 kWh au 100 km. Donc ça offre une autonomie réelle d'environ 350 km. On n'est pas trop éloigné des 410 en moyenne pour cette version. Mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire, il faut bien le reconnaître. Et dans des conditions comme celles que nous avons connues, c'est-à-dire température froide, on profite vraiment bien du châssis de la voiture et on tire quand même plus dans le moteur. Et là, on arrive vite à une valeur de 20 kWh au 100. Et dans ce cas-là, clairement, on arrive à une consommation qui devient un peu problématique parce qu'on dépasse difficilement les 250 km d'autonomie réelle. On est même plus proche de 220, donc ce n'est quand même pas exceptionnel. Et avec une personne à bord, n'imaginons même pas avec 2 adultes et quelques bagages ou même 2 enfants encore en plus à l'arrière. Donc là-dessus, il y a quand même un petit bémol, mais de nouveau, elle ne fait pas moins bien que la concurrente directe, qui est la Mini Cooper électrique. Donc on ne peut pas vraiment lui reprocher ça. Plus qu'à une autre, ce n'est pas un problème de ce modèle-ci, c'est plutôt un problème de ce type de voiture électrique qui garde un pack de batterie quand même relativement petit par rapport aux compétences de la voiture elle-même. Alors, pour les prix de cette Renault 5 e-Tech électrique, qu'est-ce que ça vaut? Donc celle-ci, on est dans la version la plus haute concrètement. Donc on est à moteur 150 chevaux, batterie de 52 kWh et la finition Iconic 5. Et là, le prix s'élève à 34 900 €, sans option. Donc c'est quand même déjà costaud. Mais il y a moyen d'y accéder en dessous de 30 000 € avec la version de base pour le moment, avec le moteur de 122 chevaux et la petite batterie de 40 kWh dans la finition édition. À ce moment-là, on est à 27 900 €, c'est déjà plus raisonnable. Sachez que plus tard viendra une version avec un moteur de 95 chevaux, 95 chevaux, qui elle devrait être aux alentours des 25 000 € dans la finition de base, toujours avec la petite batterie. Entre les deux, on peut également avoir cette finition-ci, mais avec la petite batterie et le moteur de 122 chevaux, et là, on est à 31 900 €. Ça reste peut-être le bon compromis, sachant que quoi qu'il arrive, le châssis peut encaisser beaucoup plus. Donc avoir 122 chevaux, 150 chevaux, ça ne fera pas une grosse différence dans l'absolu. Maintenant, il est temps de conclure cet essai, donc à tout de suite. Et bien voilà, c'en est fini de cet essai de la Renault 5 e-Tech électrique, ou plutôt pourrait-on dire de cette Super 5, parce que cette voiture est vraiment bien dessinée, une ligne qui restera dans le temps, comme la première génération. Elle est surtout super volant en main, très agréable à conduire. L'intérieur est plutôt bien fait, c'est bien agencé, au moins à l'avant en tout cas. Vous avez vu qu'à l'arrière, ce n'était pas exceptionnel. Le système embarqué est plutôt très bien fait. Seul petit bémol éventuellement son prix, 35 000 € quand même, je rappelle, pour une version haut de gamme comme ceci avec les 150 chevaux. Mais quand on compare à la concurrence directe, à principalement donc la Mini Cooper S, ici, ou SE, on se rend compte que c'est plutôt abordable. Donc voilà, moi j'attends vos commentaires. Et je vous dis surtout rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne du Moniteur Automobile et activez la notification. À bientôt!